10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames, messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à votre programme matinal, la matinale éducative, le 10h midi qui est là pour vous renforcer en connaissances et en culture générale et qui est là également pour renforcer au mieux la jeunesse, car oui, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Comme chaque mardi, nous aurons à débattre sur deux rubriques, à savoir la rubrique agriculture, terre fertile, main verte, sur lequel nous allions parler du thème sur les processus de dégradation physico-chimique des sols avec Marguet, qui est doctorant à l'EDEC, école doctorale eau qualité usage de l'eau, également géomorphologue spécialisé en gouvernance du littoral, excusez-moi. Et aussi, nous aurons la deuxième rubrique, à savoir la rubrique tech, dans laquelle nous allions parler de la géomatique et des systèmes d'information géographique avec Monsieur Abdourahmane Ba, qui est diplômé d'un master en aménagement et gestion urbaine, titulaire aussi d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en production et gestion de l'information spatiale, également consultant indépendant et formateur en géomatique. Le développement des rubriques, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Alors, comme dit tantôt, nous allions démarrer avec la rubrique agriculture, terre fertile, main verte, dans lequel nous allions débattre sur les processus de dégradation physico-chimique des sols et plus précisément avec le cas de la zone de Niayes. Et nous aurons comme invité Marguet, qui est doctorant à l'EDEC, qui est l'école doctorale eau qualité et usage de l'eau, géomorphologue spécialisé en gouvernance du littoral. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour Mbayan, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Salut également les téléspectateurs de la radio Télé École. Et ce fut un plaisir de débattre avec vous, de partager des connaissances sur les processus de dégradation physico-chimique des terres agricoles, surtout le cas spécifique de la zone des Niayes. Pour remonter les processus de dégradation, il va falloir contextualiser les processus de mise en place des types de sols qui existent dans la zone et leur évolution sur le point de vue géologique et avant d'arriver au processus de dégradation qui est lié à des formes d'exploitation plus ou moins anthropiques et des pressions sûrement naturelles aussi et qui se sont déroulées dans la zone. D'accord. En tout cas, merci de votre présence. Nous serons aussi accompagnés de Monsieur Abdourahmane Ba, qui est également qui est aussi diplômé en aménagement du territoire et qui pourra certainement amener sa contribution. Bonjour, Monsieur Ba. Bonjour à tous, bonjour téléspectateurs. Bonjour également Mbayang pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec mon confrère doctorant, également géographe tout comme moi. Bon, cela, peut-être, je suis pas trop spécial de la géomorphologie, mais quand même, je vais essayer de faire un lien entre la gestion des terres agricoles et la géomatique. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Inch'Allah. En tout cas, merci encore de votre présence. Alors, je rappelle le thème, les processus de dégradation physico-chimique des sols, le cas de la zone de Niayes. Alors, Marc, quand on parle de dégradation physico-chimique, avant de parler du processus, on aurait bien aimé que nos auditeurs comprennent d'abord ce que c'est qu'une dégradation physico-chimique. Merci Mbayang pour cette question. En parlant de dégradation, on fait appel à deux aspects. Il y a une dégradation physique et une dégradation chimique. Quand on parle de dégradation physique, on fait référence à des évolutions qui sont liées soit c'est par le vent, aux agents morphodynamiques, soit c'est par le vent, ça peut être l'eau, ça peut être la température, ou bien ça peut être aussi les eaux, surtout les eaux de ruissellement, ou bien les eaux souterraines, par exemple. Enfin, par remontée capillarité en termes de salinité, je veux dire. Et quand on parle de dégradation, c'est physique, c'est quand, surtout dans la zone typique des Niayes, quand on parle de dégradation physique, c'est lié d'abord au vent, à la salinité. Et c'est des processus physiques qui se déroulent. Par exemple, le vent qui balaye les particules
de sable brut, on les appelle des particules stériles. Et ces particules-là, quand elles remblissent les formations interdunaires, et ça amène de nouveaux sables, et comme conséquence, la matière arable qui se retrouve actuellement va se retrouver en profondeur, et que du coup, les végétaux n'auront plus accès à cette matière arable qui les permet de survivre, de subsister. Et quand on parle de salinisation aussi, c'est lié encore à la remontée progressive du biseau salé. Le biseau salé ou bien la langue salée. La langue salée, quand on parle de langue salée, c'est en rapport avec les eaux de surface qui ruissellent. Et comme dans la zone des Niayes, nous sommes à proximité de l'océan, à un kilomètre ou bien pratiquement à proximité, une centaine de mètres de l'océan, on peut lire l'influence de l'océan sur les formations pédologiques, sur les ressources en eau souterraine. Et du coup, le processus de contamination lié à la remontée du biseau salé en profondeur et de la langue salée sur la zone estuarienne, par exemple, et qu'on peut engendre en général des formes de dégradation, qu'on parle de la salinisation. Et la salinisation n'est rien d'autre qu'un processus de dégradation chimique qui fait que le sel augmente, surtout les particules en sodium, en potassium, augmentent en termes de quantité sur la matière orable, du coup la terre, elle est dégradée. Et en gros, on peut lire par rapport à la dégradation deux formes qui sont en cours dans la zone. Et le premier, c'est la dégradation physique. Et l'élément fondamental de cette dégradation, c'est le vent. Le vent qui balaye, surtout les vents du nord, qui balaye l'ensemble des particules sableuses, meubles, et va les déposer sur les zones dépressionnaires, sur les couloirs interdunaires, par exemple. Et ensuite, on peut parler encore d'un autre agent qui est les eaux de ruissellement, par exemple, en hivernage. Comme dans la zone des Niayes, c'est des zones dunaires. On est sur les dunes. En général, si vous permettez de revenir sur l'ensemble des processus qui ont permis la mise en place, l'installation de ces formations dunaires sur l'espace des Niayes. Par exemple, le Sénégal a connu plusieurs épisodes géologiques qui ont évolué depuis l'ère quaternaire, qui correspond avant l'ère quaternaire, on était, par exemple, la zone était sous l'océan, mais à partir du quaternaire, avec les phénomènes de transgression et de régression marine, à un moment donné, on est dans une période humide, une période humide ou bien une période sèche. Par exemple, je peux revenir sur les 3 générations de dunes qui permettent de lire l'évolution géologique de la zone des Niayes, d'où nous avons 3 générations. La première, c'est la génération des dunes ogoliennes. La deuxième, c'est la génération des dunes jaunes semi-fixées. Et en fin de compte, c'est les dunes nouakchotiennes, les dunes blanches littorales. On va y. Par rapport premièrement, si on aborde la question des dunes ogoliennes, c'est vers les 18 000 ans avant le présent. D'autres vont dire 22 000 ans. 18 000 ans avant le présent, qu'est-ce qui s'est passé? Le climat était sèche, il n'y avait pas de précipitation, et que l'agent morphodynamique qui prédomine quand le climat est sèche, il n'y a pas de précipitation, la végétation du coup est dégradée aussi. Du coup, le vent s'installe. Le vent en s'installe, il a toutes les possibilités de balayer les sables qui proviennent du grand désert du Sahara, de les balayer vers le sud. Et ces sables-là vont former de grands champs de dunes. Et les dunes que l'on voit sur les dunes ogoliennes que l'on voit au nord du Sénégal septentrional et qui plongent vers Dakar et qui vont jusqu'à Guinée. Ces dunes-là ont été mises en place depuis l'ogolienne, par les caractéristiques physiques du climat, qui était un climat de type sèche. À partir de 12 000 ans, nous sommes dans le pluvial tchadien. On parle de pluvial, c'est une période humide. Je pense qu'en tant qu'apprenti géographe, vous savez qu'est-ce que c'est qu'une période de bisostasie, de rexistasie. Rexistasie, c'était à partir de l'ogolienne. À partir du pluvial tchadien, 12 000 à 8 000 ans, c'est pratiquement 10 000 ans de pluie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le climat est devenu humide. Les dunes qui barraient le régime le régime du fleuve Sénégal qui s'arrêtait vers Kaïdi, il y a 250 km de l'embouchure actuelle. Et qu'est-ce qui se passe? Quand le climat redevient humide,
le cours d'eau emprunte un nouveau chenal et se déverse à Saint-Louis. Et qu'est-ce qui se passe? Le climat encore humide, les dunes, les couloirs des dunes ogoliennes, parce que c'est une dune, c'est des ondulations. Il y a une partie qui est ondulée, il y a une dépression, il y a une versant, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe avec ces ondulations? Les eaux de pluie du pluvial tchadien, qui ont duré 10 000 ans, qu'est-ce qui se passe? Ces eaux-là vont alimenter en termes d'eau, vont commencer d'abord par éroder les dunes, érosion sur les rivages, sur les versants. Et à partir de l'érosion, qu'est-ce qui se passe? On note que entre les dunes, on a un sol de nature argileuse. Et ce sol argileux, qu'est-ce qui va se passer? Ce sol a la capacité de retenir les eaux de pluie. Et du coup, il y a une nappe d'eau phréatique, la nappe phréatique qui s'installe et qui permet actuellement l'irrigation des eaux souterraines à travers cette nappe-là qui s'est stockée et depuis le pluvial tchadien jusqu'à l'heure actuelle, elle est exploitable. Et cette nappe-là s'est formée à partir remonte en termes vers la surface. Et à un moment donné, il y a des zones où la nappe affleure, comme les quartiers de Pikine, on appelle les Wakina. Vous voyez, la nappe était pratiquement à la surface. Si on creuse, on est sur les eaux souterraines. À un moment donné, à partir du pluvial tchadien, le pluvial tchadien s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans une autre période. Et le pluvial tchadien aussi est responsable de la coloration rouge des dunes. C'est pourquoi, vous voyez, quand on déverse du sable, vous voyez que le sable est rouge. Vous voyez, c'est une forme d'érosion, puisqu'on parle de oxydation, oxydoréduction de l'attaque de l'eau par l'oxygène de l'eau qui attaque le fer de la roche, qui attaque le quartz, par exemple, et qui donne une coloration rouge. Et à partir du pluvial tchadien, ces dunes-là deviennent, avec la pluviométrie, la végétation devient abondante en même temps. Ce qui fait que, comme nous sommes dans une période de biostasie, qu'est-ce qui se passe? La litière, les feuilles mortes qui tombent vont alimenter en matière organique le sol. Et du coup, c'est l'une des raisons que la zone des Niayes, surtout dans les couloirs interduneurs, nous avons un sol très, très fertile. Et ce sol-là est dû à une végétation de type guinéenne qui s'est installée le long du rivage, le long du littoral, depuis Saint-Louis, dans le Gandiolé jusqu'à Dakar. Vous voyez, toute la grande côte est arborée par la zone des Niayes, ce qui fait que nous avons des sols argileux, riches, qui ont une capacité de stockage des eaux. Et à partir du Nouakchotien, de 4000 ans, 8000 ans, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une période de transgression marine. La mer avance sur le continent et en avançant sur le continent, la mer ne se jette pas du coup, elle emprunte les couloirs interdunaires, elle emprunte les dépressions, surtout les cours d'eau. La mer, en se déversant, elle emprunte le cours d'eau du fleuve Sénégal et les eaux estuariennes deviennent de plus en plus salées. Et c'est cette transgression qui est responsable aussi de la contamination des eaux souterraines et surtout sur les environs immédiats du littoral. Et on parle de sel fossile. Si vous partez dans la zone des Gandiolé, par exemple, vous allez voir les femmes qui exploitent le sel. Ce sel est le sel de la transgression nouakchotienne. Et c'est un sel qui remonte des capillarités et il arrive en surface en période hivernage et à partir avec l'accumulation des eaux, et les eaux vont s'évaporer, le sel va précipiter. Et c'est ce même sel-là qui est encore responsable des processus de contamination des eaux souterraines de la nappe phréatique par remontée du biseau salé. Quand l'océan tape sur le rivage, les vagues poussent les eaux et ces eaux percolent en profondeur. En percolant, ils vont atteindre certains sur le point de vue spatial, certaines limites des terrains agricoles et du coup les eaux sont contaminées par rapport à ça. Toujours dans le cadre de l'évolution géologique par exemple de la zone des Niayes, on a parlé de la période sèche ogolienne, du pluvial tchadien et du Nouakchotien. Et jusqu'à présent, à partir du Nouakchotien, qu'est-ce qui se passe?
c'est une période transgressive. La transgression, la mer avance sur le continent. Et à l'heure actuelle, c'est la grande transgression taphorienne, l'épisode taphorien. Et qu'est-ce qui se passe? La mer va continuer à avancer. Les gens disent que jusqu'à 7000 ans. Nous sommes donc à mi-parcours de la période taphorienne, de l'épisode taphorien. Et à un moment donné, pratiquement sur la zone des Niayes, tout est réuni pour que l'agriculture soit une agriculture rentable, et que la terre, elle est là, une terre argileuse, lourde, et qui contient beaucoup de matière organique. C'est une terre très vraiment fertile. Mais pour revenir sur la question du début, on est passé vous m'avez posé la question par rapport à la dégradation. Pour revenir, la terre était déjà riche en matière organique, et actuellement, on est dans un contexte de plus ou moins sécheresse. Et qu'est-ce qui se passe? La terre qui était là, argileuse, commence à être ensablée. On parle d'ensablement. L'argile commence à être submergée par le sable. Et que le sable qui vient des dunes, par ruissellement, soit par le vent, c'est ce sable-là qui va entraîner la dégradation physique. Du coup, on parle de sol d'apport. D'apport quoi? D'apport éolien. Et c'est des sols bruts, stériles, et qui font que les rendements agricoles sont de plus en plus pauvres dans la zone des Niayes. D'accord. Alors, vous aviez un tout petit peu fait le tour du thème. Vous aviez aussi détaillé les différents processus. Mais vous aviez parlé de végétation, de salinisation, et que au niveau de la zone des Niayes, quand même, tout est mis en place pour une bonne production. Mais quand on va aller un tout petit peu sur l'impact de la dégradation du sol, on voit déjà qu'il y a la salinisation, et que est-ce que à part la salinisation, il n'y aurait pas d'autres conséquences qui pourraient nuire à la production agricole? Oui, au-delà des dégradations physiques, quand on parle de physique, souvent les gens pensent au naturel ou bien chimique. Il y a les actions anthropiques aussi. Pratiquement les mauvaises pratiques culturelles, la monoculture, ou bien l'utilisation irrationnelle des pesticides font que d'autres types d'érosion liées à l'homme sont en cours dans la région. Vous voyez. Par exemple, moi, qui habite à Man, qui fait agriculture de type irrigué, par exemple, si j'utilise mon sang de patate, par exemple, la patate est une spéculation qui demande beaucoup en termes de fertilisants, et que quand on cultive la patate sur une superficie donnée, l'année prochaine, on ne pourra plus cultiver la patate. Si on insiste, le sol commence à se dégradation sur le point de vue, on commence à perdre de la matière arable, et qu'on commence de plus en plus à être pauvre. Vous voyez. Donc, la monoculture est un des facteurs qui entraînent les formes d'érosion, ou bien l'utilisation des engrais chimiques, les pesticides comme l'urée et d'autres. Donc, les facteurs liés à la dégradation des sols, c'est la monoculture, le fait d'utiliser les pesticides tout le temps. Mais quand on parle aussi d'agriculture, les pesticides doivent toujours y être utilisés, ainsi que les engrais. Actuellement, les gens tournent toujours de plus en plus vers une agriculture bio, où l'on n'utilise pratiquement pas les pesticides chimiques, les engrais chimiques, mais on parle de l'engrais naturel. Mais moi, en tant qu'agriculteur, moi, je préfère l'engrais chimique, parce que ça booste le rendement, et que ça va de pair quand même. On ne peut pas s'en débarrasser totalement. Vous voyez. Et du coup, comme nous avons des terres plus ou moins limitées, on n'a pas de grande surface, on est obligé de revenir sur le même endroit et cultiver. Et au fur et à mesure qu'on utilise les engrais chimiques, soit on fait une agriculture rotative, c'est-à-dire cette année, si on cultive de la patate, l'année prochaine, on va essayer de changer avec du manioc ou bien autre spéculation. D'accord. Oui. Alors, est-ce qu'il y aurait aussi d'autres moyens de lutte pour pouvoir limiter la dégradation du sol et améliorer les rendements agricoles? D'accord. Si on revient dans notre zone,
qui est typiquement la zone des Niayes. Et pour lutter contre la dégradation, par exemple, pour lutter contre le vent, la déflation éolienne, qu'est-ce qu'on a tendance, les gens ont tendance à installer un rideau de brise-vent. C'est-à-dire, c'est la bande de filao qui longe le littoral depuis Kayar jusqu'à Saint-Louis. Et que cette bande de filao a pour rôle de limiter les effets du vent. C'est-à-dire le vent qui balaye le sable, les vents de filao avec la litière. Parce que c'est des espèces, les filao, c'est par exemple les cachouarinas. C'est des espèces qui ont une grande capacité foliaire et qui laissent tomber la litière aussi. Et cette litière-là a pour rôle de tapisser le sable en mouvement. Les sables en transit, balayés par le vent, sont tapissés à nouveau par la litière. Du coup, on ralentit le processus d'avancée du sable sur les couloirs interdunaires. Cette méthode-là a été développée depuis très longtemps, depuis l'époque coloniale. On pense que la première génération de filao, c'est vers les 1925-1930, qui correspond avec la première génération de filao qui essaie de limiter les effets immédiats de la déflation éolienne sur les couloirs interdunaires. Les couloirs interdunaires, quand je parle de couloirs interdunaires, je parle des Niayes. Ce sont les Niayes qui sont pris en compte comme des couloirs. Ce sont les couloirs qui sont cultivés. Et ces couloirs-là, plus le sable, la dune, c'est des dunes mobiles, surtout les nouvelles dunes, les dunes noxodiennes, c'est des dunes vives, c'est des dunes qui se déplacent. La dune, à se déplacer, elle a tendance à ensevelir l'ensemble des couloirs qui sont actuellement utilisés comme des zones maraîchères. Et pour lutter encore contre ces phénomènes de dégradation aussi, les gens ont tendance à adopter une autre type d'agriculture, c'est-à-dire une agriculture, je pense qu'en première année, on a fait ça ensemble, on dit une agriculture rotative en termes de sol. Sol, comme la table ici, on a des parcelles, on laisse plusieurs parcelles et on parle de jachère. On laisse la jachère, c'est la partie de la terre qui est reposée, où on laisse les animaux divaguer pour amender la terre en termes de fumier. Vous voyez, les excréments sont utilisés comme fumier et on laisse la terre se reposer pendant un temps. On cultive sur d'autres milieux. Et au fur et à mesure que l'on tourne en rond, on permet au sol de revivre, de se reposer et puis d'être de plus en plus filtré et d'être amendé aussi en termes de matière, en matière organique. Parce que la matière organique, comme l'azote total, c'est les éléments en fait qui permettent la terre d'être arable. Plus la terre a de la matière organique et plus on constate que la terre elle est riche. C'est pourquoi je parlais au début du pluvial tchadien où nous avons une abondante végétation et que la végétation, il y a des feuilles mortes qui vont tomber. Ces feuilles-là vont se décomposer. En se décomposant, elles vont devenir l'humus. L'humus, c'est l'engrais naturel de la terre. Vous voyez? Et c'est pourquoi le fait de laisser la terre se reposer au fur et à mesure qu'on amende, on verse des fumiers, ça la permet de lutter contre les formes de dégradation, de limiter les dégâts et de permettre les rendements d'être beaucoup plus bons en termes de résultats. D'accord. Donc, à part les zones de prison qui seront mises en place pour ne pas recevoir ces particules qui peuvent nuire à la production agricole, concernant la salinisation des sols, cette eau qui vient et qui érode un tout petit peu le rebord des récoltes et autres, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça ne les atteigne plus? L'exemple que l'on peut prendre dans la zone des Niayes, les gens, comment ils font? Ils préfèrent abandonner. Soit on abandonne le puits, soit on abandonne le champ. C'est-à-dire que le sel qui remonte, par exemple, dans la zone des Niayes, nous avons en présence d'un sel fossile. Et durant l'hivernage, le sel a tendance à remonter. On parle de remontée capillaire. Okay. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'on constate? Si on creuse notre puits, on utilise cette eau. L'eau qui est utilisée comme irrigation. Cette eau-là contient des particules de sel. Et que quand on arroge, qu'est-ce qui va se passer? On constate que c'est du sable. Le sable a tendance à filtrer le sel. Vous voyez, quand le sable filtre le sel s'accole sur la racine des plantes. Vous voyez, à un moment donné, on constate que c'est la même eau qu'on utilise pour irriguer
qui est l'un des facteurs responsables de la dégradation des sols. Vous voyez. Du coup, on peut constater aussi sur un même espace. Ici, j'ai mon puits ici. Vous avez votre puits là. Je peux constater que mon puits devient extrêmement salé d'un seul coup. C'est peut-être que c'est lié au surpompage. C'est peut-être lié que je suis plus à proximité de la zone. Et votre puits qui est même pas à 100 mètres, on constate que votre puits n'est pas salé. Vous voyez. Et c'est des termes techniques quand on parle de remontée, de remontée du biseau salé. Et ce biseau salé là, c'est lié peut-être pratiquement au surpompage. Quand je pompe l'eau du puits, les eaux souterraines, ces eaux là vont être remplacées par les eaux marines. Vous voyez, le surpompage. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? L'eau responsable, cette eau là est responsable de la salinisation des sols. Moi, j'ai fait des mesures sur la zone des Niayes et je me suis rendu compte que les localités qui sont beaucoup plus près de l'océan, par exemple, dans le Gandiolé, quand on parle de Buntundur, vers Buntundur, dans le Gandiolé, près de Madi, vers Gadgalahar, ainsi de toutes ces localités, j'ai constaté qu'il y a des valeurs extrêmement élevées de sel qui peut dépasser même la salinité des eaux marines, qui peut dépasser les 35 grammes par litre. Vous voyez. Et on constate que aussi, plus on remonte vers le nord, vers l'est par exemple, on constate que la salinité est réduite. Et que la salinité des sols, je veux dire. Mais par rapport à la salinité des eaux, les eaux sont plus ou moins salées. Vous voyez. Plus on remonte vers l'est, on constate que la salinité diminue, mais garde certains niveaux. Vous voyez. Donc, pour lutter contre la salinisation des terres, les gens, première méthode, comme être humain, on préfère se reculer. Les gens reculent vers l'est. Et en reculant, on est obligé d'abandonner nos investissements et tout ça. Donc, le sel, c'est très difficile de combattre le sel. Les gens utilisent d'autres types d'amendements de calcite, du calcaire pour limiter les effets immédiats du sel sur les espaces maraîchers. D'accord. Ouais. Alors, à part le cas de la zone de Niayes, en agriculture au Sénégal, quels sont, par exemple, les autres types de dégradation qu'on peut observer dans les productions agricoles? À part les zones les autres types de dégradation, pratiquement, si je regarde, j'ai fait pratiquement tout le Sénégal. Si je pars, par exemple, vers le sud, en Casamance, aussi, c'est les mêmes phénomènes qui sont observés parce que nous sommes dans une estuaire inverse. L'estuaire du fleuve Casamance, c'est une estuaire inverse. La partie amont est beaucoup plus salée que la partie aval. Et c'est l'inverse à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est la partie aval qui est beaucoup plus salée que la partie amont. Plus on va vers l'est, la salinité elle est réduite, mais en Casamance, c'est l'effet inverse. Ce qui veut dire que quand les eaux marines descendent sur l'estuaire, et empruntent le chenal du fleuve, à un moment donné, on constate que le même volume d'eau, par exemple, avec les marées, c'est des phénomènes alternatifs. Il y a une marée haute, une marée basse. Normalement, le même volume qui est entré, c'est le même volume qui devrait ressortir. Et ce même volume qui ne sort pas. Et qu'est-ce qui se passe? On constate qu'il y a une concentration des eaux marines sur la partie amont, ce qui engendre des phénomènes de salinisation extrêmes aussi sur les phénomènes. Un peu plus vers le Ferlo, et bien vers la zone du lac des Guerres aussi. Les gens n'ont pas trop accès à la terre. Ils sont obligés de cultiver les mêmes champs, voyez, avec les mêmes spéculations pratiquement, ce qui fait que la terre, elle est dégradée sous l'effet de la pression anthropique. C'est l'homme qui est responsable de l'érosion ou bien de la dégradation chimique, physique-chimique de ses propres terres. Oui. Donc, comment est-ce que l'on pourrait-il être à la base de cette dégradation des sols? Comment on pourrait être à la base de cette dégradation? Par rapport à cette question, comment on peut être à la base? Comment on peut être un facteur? Comment l'homme, oui, est considéré comme étant un facteur de dégradation des sols. Oui. Je reviens sur le premier cas. Moi, je suis un agriculteur et j'ai mes champs Wallo. Et
comment je participe à la dégradation? Moi, je participe à la dégradation. Peut-être que c'est la méthode dont j'irrigue mes champs. Peut-être moi, je pompe avec des grands volumes d'eau. Et ces volumes d'eau que je pompe, et je noie la terre pour que, pour rester une semaine sans irriguer. Le volume d'eau que je pompe, et en drainant les eaux, on constate que la particule arable, les matières arables, je les draine en même temps. C'est comme des eaux de ruissellement avec des canaux qui drainent les eaux, va emporter en même temps la matière arable. Du coup, quand j'organise mes parcelles, et je vais trouver en sorte que la partie de la parcelle qui est en contact, qui reçoit les premières vagues d'eau, cette partie-là n'a pas assez de rendement. Pourquoi? C'est la partie amont, vers la fin de la parcelle, qui reçoivent en même temps la matière organique déblayée par les eaux d'irrigation. Et cette partie-là, on constate que les rendements sont beaucoup plus élevés. Donc, par rapport à ma façon d'irriguer, je participe naturellement au processus de dégradation en balayant l'ensemble des particules arables. Soit c'est par des formes de défrichement, c'est-à-dire, nous avons une terre couverte de végétaux. Et en défrichant, pour aménager mon champ, qu'est-ce qui se passe? Je laisse le sol nu. D'accord. Quand le sol est nu, il est automatiquement exposé au vent. Et ceux qui sont du nord, qui reçoivent les vents d'Alizé continentale, l'Harmattan, et qui sont des vents forts, avec de très grandes vitesses, ces vents-là vont déblayer par déflation éolienne l'ensemble des particules arables qui se retrouvent dans les premiers centimètres de terre, parce que un centimètre, les premiers centimètres, une dizaine de centimètres qu'on parle, lorsqu'il s'agit d'un sol évolué, on parle horizon racinaire, vous voyez, horizon de surface, horizon racinaire, sur les premiers centimètres de sol qui sont exposés au vent, le vent balaye les particules, et du coup, je commence à rendre ma terre stérile en découpant la végétation. Soit aussi, en rendant le sol nu, qu'est-ce qui se passe? Quand les eaux de la pluie vont tomber, parce que la végétation, pour qu'elle pousse, il faut du temps. Et que la pluie, c'est saisonnière. Chaque année, on reçoit des pluies, surtout les pluies averses qui tombent sur une surface nue. Qu'est-ce qui passe? Les eaux vont commencer à ruisseler, vont saturer. Le sol va saturer et les eaux commencent automatiquement à ruisseler. Et ces eaux de ruissellement amènent en même temps toute la matière arable, tous les éléments fertilisants du sol, et vont les déposer vers d'autres zones. Et que du coup, j'ai exposé ma terre à l'érosion, et que du coup aussi, cette matière organique, cette matière arable qui est déblayée soit par le vent, on ne sait même pas sa destination, mais pour les eaux de ruissellement, on sait que c'est vers les mares d'eau, vers les zones dépressionnaires. En balayant les matières arables, j'amène un surplus de matière arable sur un milieu donné, qui était naturellement dont les éléments étaient équilibrés. Ce surplus-là entraîne aussi une augmentation non conditionnée des matières arables. Du coup, la terre reçoit beaucoup plus de matière arable et la terre se dégrade automatiquement. Parce que le surplus, normalement, pour que la terre soit riche, il faut que le pH soit compris entre 7 neutre et un pH acide. Ouais, entre 5 et 7. Et quand j'amène plus de matière, la terre va s'acidifier, et que, en s'acidifiant, qu'est-ce qui va se passer? Commence à perdre la fertilité. Et que le surplus de matière arable, le surplus d'acidité font que la terre n'est plus rentable en termes de rendement agricole. Donc, l'homme, par ses pratiques, par ses formes d'aménagement, peut être un élément majeur de formes de dégradation des sols. D'accord, merci pour les précisions. Alors, sur votre réponse précédente, vous aviez parlé de concentration des eaux. Vous aviez dit que cette concentration faisait en sorte que l'eau, après, devenait salinisée, on va dire. Et maintenant, le fait que ces eaux se concentrent, déjà, je ne sais pas, ça se concentre pour combien de temps. Est-ce que ça ne va pas aller jusqu'à développer des bactéries ou autre chose néfaste?
Par exemple, c'est quand les accumulations d'eau, par exemple, pour dire accumulation, pour ne pas dire concentration. Peut-être que c'est des mares d'eau temporaires. Si vous rentrez dans les mares d'eau, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir de la matière fine, de l'argile. Sur les mares d'eau, c'est des terres argileuses. D'où vient cette argile? L'argile c'est les particules fines, meubles, légèrement mobilisables, qui sont mobilisés par le vent ou bien par les eaux de ruissellement et qui vont stagner sur les zones dépressionnaires. Et en s'accumulant sur les zones dépressionnaires, qu'est-ce qu'on note? On note que, les mares d'eau qui reçoivent les eaux de ruissellement, et il s'agit aussi des abreuvoirs pour les animaux. Les animaux vont venir s'y abreuver. Vous voyez? Du coup, cette mare d'eau-là, qui a été alimentée par des eaux de ruissellement issues de mon sang, dont j'ai employé des pesticides, d'autres produits agricoles chimiques, ces pesticides-là peuvent s'accumuler sur une mare d'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? Les animaux qui viennent consommer cette eau-là peuvent choper des maladies ou bien d'autres choses. On peut en parler aussi de développement bactériel. Et en général, si vous regardez sur la surface des mares d'eau, il n'y a pratiquement pas de végétation. Pourquoi il n'y a pas de végétation? Parce que le sol est hyper concentré en matière organique, en matière arabe. Du coup, que le sol devient acide et qu'en même temps que le sol est recouvert de particules fines qui bouchent les pores et qui fait que les eaux se stagnent et que la végétation n'a pas la possibilité de se développer. Et quand il n'y a pas de végétation, on ne peut pas parler d'agriculture. Surtout. Alors, les dégradations physico-chimiques observées dans les productions agricoles, est-ce que l'État a mis en place des mesures de sécurité, de sensibilisation ou des programmes qui font en sorte que ça va aider les jeunes agriculteurs ou les paysans pour pouvoir faire face à ce phénomène? Oui, je reviens encore dans le cadre de la zone des Niayes toujours, parce que pour lutter contre ce processus de dégradation, les gens je pense qu'ils ont mis en place, je suis pas sûr, mais je vois qu'ils ont mis en place des programmes de sensibilisation, ou bien les paysans même, les cultivateurs même, ont leur propre association, et du coup, ils partent dans certaines réunions techniques, acquérir de nouvelles connaissances techniques, et puis venir partager avec les autres. Et que, par exemple, comme l'ENDA, je pense que c'est l'ENDA Pronat qui est spécifiquement spécialisé dans l'agriculture. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Les gens, pour les sensibiliser, sont obligés de réadapter le calendrier agricole. C'est-à-dire, c'est l'une des mesures que j'ai constatées dans la zone. Ils réadaptent le calendrier agricole en fonction de la remontée de la salinité. Par exemple, juste après l'hivernage, où la nappe est chargée d'eau douce et que la salinité est atténuée, le sel est dilué, les gens vont commencer à installer les premiers semis durant cette période-là. Vous voyez, soit en installant les premiers durant cette période-là, cela va les permettre, avant que le sel va remonter, que les spéculations ont le volume nécessaire pour être récoltées. Et en plus, ils ont mis en place aussi des programmes de partage sur les semences. On parle de spéculation à cycle rapide. Ils peuvent utiliser des tomates qui poussent beaucoup plus vite, qui se développent beaucoup plus vite et qui donnent des fruits beaucoup plus vite possible. On parle des spéculations à cycle rapide. Je pense que c'est des noms scientifiques que je ne peux pas retenir, mais pour la tomate, j'ai vu beaucoup de variétés que les gens utilisent et qui sont de ça. Et c'est valable aussi pour l'oignon. Ils sont en train de tourner, de s'adapter par rapport au phénomène. Et cette forme d'adaptation soit c'est l'État, soit ce sont les ONG, soit c'est les services qui viennent, qui sensibilisent, qui leur demandent de réadapter le calendrier agricole et de voir les spéculations qui peuvent pousser d'une période courte et qui permettront à la variété cultivée de développer et de mûrir sur un temps bien déterminé. D'accord. Alors,
pour encore des mesures, on va dire, de solution, vous ne pensez pas que la culture sous serre pourrait être un moyen de lutte pour le cas, pour ceux qui se concentrent dans le domaine du maraîchage? Normalement, naturellement, plusieurs personnes pensent là, peut-être que c'est les moyens qui ne sont pas au rendez-vous, mais on peut. C'est une solution efficace aussi contre l'exposition de la terre au vent. Il y a plusieurs et les gens aussi ont tendance à repenser la façon de cultiver, la façon de mettre la pression au sol. Parce que pour que le sol se forme, un centimètre de sol se forme, il faut 100 ans, certains disent 1000 ans pour avoir un centimètre de sol. Alors, quand on va penser à la dégradation en un temps record, et le mieux, c'est de s'adapter par rapport aux techniques, surtout l'agriculture sur serre, qui est plus ou moins développée dans la zone des Nord, parce que moi, j'ai constaté que surtout ceux qui font de l'agrobusiness, c'est la façon dont ils cultivent leur champ. Il y a SCL vers Saint-Louis, il y a d'autres structures agrobusiness qui sont en train de faire les mêmes pratiques, et que en tant que paysans pauvres aussi, nous aussi on pourrait s'adapter, soit par rapport à ces formes d'agriculture. D'accord, merci. Alors, les processus de dégradation physico-chimique des sols, j'ai un tout petit peu résumé ce qu'il a eu à dire. Alors, pour déjà dire que les facteurs de cette dégradation ont pour cause la monoculture, l'utilisation abusive des pesticides, des engrais, et aussi les causes anthropiques comme par exemple les pompes à eau. Et aussi concernant l'impact, déjà c'est la salinisation des sols et aussi l'érosion, et que les solutions pour pouvoir lutter contre cette dégradation des sols et avoir un meilleur rendement de ces productions agricoles, ce serait de créer une zone de brise-vent pour ne pas que ces particules puissent atteindre les récoltes. L'agriculture rotative, autrement dit la jachère, qui va permettre au sol de se reposer et de pouvoir avoir à nouveau les particules dont il a besoin, ainsi qu'une réadaptation du calendrier agricole pour que ces récoltes ou ces produits en quelque sorte soient toujours là pour pouvoir être disposés à la population. Alors je vais un tout petit peu venir avec Monsieur Ba, qui est formateur en géomatique. Alors concernant le processus de la dégradation physico-chimique des sols, pas seulement dans la zone des Niayes, mais dans le cadre de l'agriculture générale, comment pensiez-vous que la géomatique ou les systèmes d'information géographique pourraient un tout petit peu y apporter sa part? Ok, merci beaucoup. Merci également mon confrère pour ces analyses par rapport à la dégradation des sols. Et je pense que la question elle est pertinente, mais également c'est une problématique en Afrique. Vous savez que l'Afrique dispose plus de 70% des terres arables. Maintenant, face également à l'urbanisation et à l'augmentation de la population, je pense que nos sociétés, nos politiques gagneraient quand même à essayer de protéger au maximum les sols. Maintenant, à ce niveau-là, il est important de noter que par rapport au phénomène, notamment les aspects physiques et chimiques, notamment les aspects anthropiques, qui peuvent être la cause de ces dégradations. À ce niveau-là, je pense qu'il serait très important, notamment pour les universitaires, au moins de se rapprocher des sociétés, notamment les agriculteurs, pour qu'au moins qu'ils comprennent les dangers, peut-être les problématiques qui peuvent être la cause de ça. Déjà, à ce niveau-là, il est important de noter que l'Afrique doit miser son développement sur l'agriculture. Déjà, tantôt qu'on a plus de 70% des terres agricoles. Et maintenant, l'agriculture, je pense qu'est un fondement, elle est fondamentale, en fait, pour le développement de nos sociétés. Maintenant, par rapport à ça, notamment à la géomatique dispose de ce qu'on appelle des disciplines qui peuvent, au moins, faire un suivi des terres agricoles, notamment la télédetection, qui, à partir des satellites, qui nous permet de faire un suivi, des terres. Déjà, pour le cas du Sénégal, bon, je voudrais pas aborder la question à ce niveau-là, parce que notamment, je vais intervenir dans le parti. Mais je pense qu'avec les sciences spatiales, on peut faire plein de choses, notamment dans ce cadre-là. Tantôt, on a parlé de la salinité, etc., etc. Mais je pense qu'avec les sciences spatiales, on peut faire un suivi, on peut quantifier
les sols, faire des mesures, au moins essayer de faire un suivi des sols. Maintenant, face à ça, mis à part si on a des informations, peut-être des données qui peuvent nous permettre d'interpréter peut-être la nature des sols. Maintenant, ce qu'on va faire après, c'est le travail de terrain qui va essayer de compléter, essayer au moins de peut-être d'éviter ce processus de dégradation des terres. Tantôt également, on a parlé des cas de, comment on appelle ça encore, les causes anthropiques. Je pense à ce niveau également, la surexploitation des terres également peut être également une cause de cette dégradation. À ce niveau-là, je pense que la géomatique, mais également les sciences spatiales de manière générale, peuvent contribuer grandement à éviter au moins, à comprendre ce processus de dégradation de terre, mais également à essayer d'apporter des solutions pour faire face à ce phénomène. D'accord, merci en tout cas pour votre contribution. Alors, Marguerite, je rappelle votre biographie. Également, vous êtes agriculteur. Tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Vous êtes doctorant à l'EDEC, qui est l'école doctorale aux qualités et usages de l'eau, rattachée au laboratoire LEIDI de l'UGB, dynamique des territoires et développement, géomorphologue spécialiste en gouvernance du littoral, consultant stagiaire également au cabinet Maxime Sarl en évaluation environnementale et sociale. Qu'avez-vous à dire comme mot de la fin aux futurs agriculteurs qui nous regardent aujourd'hui? Merci pour cette belle autobiographie. Merci Moucheba aussi, c'est un plaisir de partager avec vous le plateau. Le plaisir de partager. Oui. Et juste, je vais un peu rebondir par rapport à ce qu'il disait sur la géomatique, par rapport au suivi des processus, parce que nous, on est en train de faire un travail colossal sur le terrain. Parce que moi, j'ai prélevé des sédiments sur toute la zone des Niayes, des échantillons de sol, où je vais essayer d'analyser au labo, où je vais sortir le pH, le potentiel hydrogène, la capacité d'essence cationique, en parlant des bases essenциelles, le potassium, le magnésium, le sodium, et tous ces particules, tous ces éléments-là, chimiques, on doit les analyser. Et pour les analyser, on a besoin de les cartographier et de voir sur le point de vue spatial quelles sont les zones les plus salées. Et en termes de suivi, comment la salinité remonte de l'ouest vers l'est, de l'océan vers le continent, ainsi de suite. Et je pense que ce serait une très bonne chose de lier, de faire le link entre le processus de dégradation à la cartographie. Je pense que, et le mieux, c'est un travail de terrain où l'on a fait. On a longé le littoral de Saint-Louis, même jusqu'en Mauritanie. Je suis parti jusqu'à Ndiago pour prélever des échantillons de sol vers le sud de la Mauritanie et jusqu'en Casamance aussi, vers la Vénine du Côte, vers la zone commune de Karantaba, ou bien sur le long du bassin versant de Sangurungu. On a pu prélever pour tellement d'échantillons de sol où on a analysé les niveaux azotobasiques, les taux de salinité, ainsi de suite. On a besoin de les cartographier. Et si on fait une première mesure, une deuxième mesure, troisième mesure, on peut comprendre sur le point de vue cartographique comment la salinité elle avance d'un point à un autre. Et ça pourrait aider les gens à mieux assimiler ces processus qui sont en train de causer beaucoup de pertes en termes de rendement actuellement au Sénégal et à travers le monde. Ouais. Avant d'aller sur le mot de la fin, ne serait-il pas possible pour les géographes ou les étudiants, par exemple, spécialisés dans ce domaine, ou les géographes qui sont déjà dans les instances de décision, de pouvoir proposer un programme et de dire, par exemple, qu'il y a des outils qui sont là, qui permettront de faire savoir aux agriculteurs l'évolution, par exemple, du métabolisme du sol, et fera en sorte, en fait, que ces paysans ne vont pas perdre de l'argent inutilement. Effectivement, c'est bien possible. Peut-être que les étudiants, parce que moi et un autre collègue doctorant, on a fait la revente des Niayes, mais on a tellement sensibilisé les gens parce que on était venu, c'est une anecdote, on était venu dans un champ pour prélever un échantillon de sol. Comme il y a le problème des litiges fonciers qui sont en cours et le paysan était un peu réticent par rapport à ce qu'on est en train de faire. Mais on a pu prélever. On va lui demander que, en prélevant, on va remonter le résultat jusqu'à vous et par rapport au résultat qu'on obtiendra,
sur le point de vue des niveaux de salinité, des niveaux de la capacité d'échange cationique des sols, on pourra vous dire quel engrais qu'il faut utiliser pour amender votre sol. Et sur l'ensemble des paysans qu'on a pu prélever, on a pu prendre leur contact et après les résultats, on les envoie un message pour vous dire que votre champ a besoin de tel ou tel engrais, a besoin de tel ou tel amendement. Vous voyez? Et que si on pouvait avoir aussi, à travers les étudiants, un comité, un groupement, une association, ça dépend, ou bien à travers le club de géographique, essayer de faire d'autres travaux qui, sur l'ensemble du Sénégal, et on peut, sur la sous-région peut-être, si possible, et essayer de comprendre les phénomènes d'évolution des sols et de sensibiliser les populations sur le point, au lieu qu'ils dépensent eux-mêmes, pour faire eux-mêmes leur propre analyse et payer beaucoup d'argent, les étudiants pour faire ce travail préalable à la base et qui leur permettra de se dépêcher d'une tâche qui est souvent coûteuse. Et que pour ce faire aussi, j'ai une doléance à faire passer parce que il va falloir que les étudiants aussi, surtout les étudiants en département SN, en département géologie, les étudiants de la géographie, surtout ceux qui font géographie physique ou hydrologie, climatologie, géomorpho, peuvent être équipés. Parce que on ne peut pas faire la recherche sans pour autant avoir les équipements nécessaires. Parce qu'une université doit avoir un laboratoire qui permet d'analyser les échantillons d'eau, les échantillons de sol, l'air, les outils nécessaires pour équiper, un laboratoire bien équipé, où on mesure la qualité de l'air, la qualité de l'eau, aussi bien du sol, pour qu'on puisse proposer des solutions aux agriculteurs et d'autres personnes, d'autres services, par exemple, sur les solutions adéquates pour puisse éviter les formes de dégradation qui sont actuellement en cours. Je pense que le Sénégal a en réserve de terres arables je pense que c'est 3 millions d'hectares de terres arables et que l'érosion est en train d'apporter une grande quantité une grande surface. Au fur et à mesure, chaque année, on perd des centaines d'hectares de terres arables. Vous voyez, et que si on permettait aux étudiants de faire la recherche et en les équipant, en les donnant les moyens logistiques qu'il faut, je pense qu'on pourrait atténuer l'effet de ces phénomènes-là par rapport aux solutions qu'on va proposer. Alors, tout à l'heure, M. Ball a dit qu'il faudrait investir surtout sur le domaine de l'agriculture et aussi le fait que ces étudiants puissent expérimenter leur savoir avec les paysans, ça pourra être une forme de stage et ce sera gagnant-gagnant vu qu'eux aussi ils auront un diagnostic gratuit. Alors, nous espérons que vos doléances seront bien entendues par le nouveau gouvernement mis en place. Encore, nous vous remercions de votre présence à Télé-École. Juste un petit mot de la fin que vous lancez à nos auditeurs. Ok, merci Monsieur Lou, merci Monsieur Ba aussi. Ok, en fait que c'est un plaisir et un honneur d'être invité à Télé-École. Je pense que c'est la première fois que je suis là et je voyais souvent Omar Diaye, le géographe qui animait des émissions ici et que je pense que Télé-École aussi c'est encourageant pour plusieurs établissements privés comme publics et que ça peut motiver, ça peut sensibiliser, ça peut permettre aux étudiants ou bien aux chercheurs de pouvoir être là un jour et de pouvoir animer des émissions. Je pense que je vous félicite, je vous encourage pour que la télé puisse être de grande renommée. Inch'Allah. Merci beaucoup et merci encore de votre présence. Merci également à M. Ba qui a amené sa contribution. Alors, nous avions eu à débattre sur les processus de dégradation physico-chimique des sols, avec l'exemple de la zone de Niayes. J'espère que tout a été très bien compris. Et nous avions eu sur le plateau Marguerite qui est doctorant et aussi géomorphologue de formation, ainsi que M. Ba qui est formateur en géomatique. Alors, juste après, nous allions passer à la deuxième rubrique, la rubrique tech, avec l'apport de l'informatique, la géomatique et les systèmes d'information géographique avec Monsieur Ba. Alors, ne nous quittez pas et restez sur la 106.1.
10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Toujours sur la 106.1, nous allions continuer nos rubriques, notamment la rubrique tech. Alors, pour les amoureux de la technologie de l'information et de la communication, aujourd'hui, nous allions parler avec vous d'un nouveau domaine. Je rappelle le thème, l'apport de l'informatique, la géomatique et les systèmes d'information géographiques. Alors, nous aurons comme invité Monsieur Abdourahmane Ba, qui est diplômé d'un master en aménagement et gestion urbaine de l'université Cheikh Anta Diop, également titulaire aussi d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en production et gestion de l'information géospatiale à l'Institut régional africain des sciences et technologies de l'information géospatiale au Nigeria, également consultant et indépendant et formateur en géomatique. Rebonjour, Monsieur Ba. Bonjour, Mbaye, vous allez bien? Bien, merci. Et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'apport de l'informatique, la géomatique et les systèmes d'information géographique. Donc, le domaine de la géomatique et les systèmes d'information géomatique est une branche que beaucoup de personnes ne connaissent pas, surtout ici au Sénégal. Nous aimerions un tout petit peu savoir ce que c'est et est-ce qu'aussi il y a une différence entre géomatique et les signes. Merci beaucoup. Merci, Mbaye, pour cette question. Je pense que c'est une question qui revient souvent dans le monde académique. Beaucoup de gens se posent la question à savoir c'est quoi la géomatique, c'est quoi la géomatique, c'est quoi. Maintenant, je pense qu'il est temps d'essayer au moins de démystifier cette discipline. Vous savez que la géomatique, elle est au cœur de notre vie. Lorsque vous partagez votre localisation, notamment avec les portables qu'on a, lorsque vous cherchez un lieu à travers les Google Maps et autres là, lorsque vous visualisez une carte en ligne, sans le savoir, vous êtes en train de faire de la géométrie. C'est une discipline qui est à la croisée de la science, de la technique et de la géographie. Bon, elle n'est pas née en Afrique. C'est au Canada, notamment vers les années 1960, avec notamment Roger Tomlinson, qu'on appelle également le père de la géométrie, le père des cycles, qui a été la première personne à mettre en place un système d'information géographique. Déjà, en revenant sur le terme géomatique, on voit qu'il est composé de deux mots. On a la géographie, on a l'informatique. En termes simples et clairs, la géomatique, c'est l'informatisation de la géographie. La géographie en tant que science sociale de l'espace qui étudie les phénomènes, les interactions ainsi que les différentes interactions entre l'homme et son milieu. Je pense que l'informatique plutôt a joué un très grand rôle dans le domaine de la géographie, d'où la naissance, d'où l'apparition de la géomatique. Déjà, au niveau de la définition de la géomatique, c'est pas juste une discipline, c'est un ensemble de disciplines qui composent la géomatique, un ensemble de méthodes, un ensemble d'outils, de méthodes de technologie qui nous permettent peut-être de collecter des données à référence spatiale, de traiter ces données-là, de les analyser, de les stocker, mais également de les diffuser. Maintenant, parmi ces disciplines, nous pouvons au moins citer peut-être plusieurs. Par exemple, nous avons la télédirection qui, grâce aux satellites, nous permet de caractériser des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des phénomènes ou bien des éléments qui sont à la surface de la Terre, sans contact direct avec eux. Également, on peut également avoir ce qu'on appelle la photogrammétrie, qui, grâce à l'interprétation des images prises soit par avion, soit par drone, peut également faire des modélisations, de faire des caractéristiques, notamment du relief, exemple, etc. On a également ce qu'on appelle le système d'information géographique, qui également est compris dans la géométrie, est une discipline de la géométrie. Là, il serait un peu compliqué de se faire une différence, de séparer les cycles et la géométrie. Les cycles est une composante de la géométrie. Et je pense que les systèmes d'information géographique jouent un très grand rôle dans le domaine des traitements, d'analyse, de stockage des données spatiales. Vous savez que plus de 80% des données ont une référence spatiale, ont une position spatiale. Imaginez ce qu'on peut faire avec. Ça peut être des données sur l'éducation, des données sur la santé, des données démographiques, des données sur l'environnement, la météorologie, etc. On peut faire plein de choses avec la géométrie. Et je pense que la géométrie, notamment avec le développement de l'avancée de la technologie, c'est également une discipline qui évolue. Puisque la technologie évolue, la géométrie évolue en même temps avec. Parce que de plus en plus, on voit
comme par exemple des sciences comme l'intelligence artificielle, le machine learning, le deep learning, qui de plus en plus jouent un rôle, interviennent dans le domaine de la géomatique. Déjà, à ce niveau également, il serait important peut-être d'essayer peut-être de commenter un peu qu'est-ce que la géomatique peut nous aider à faire dans le domaine, dans le développement socio-économique de notre société. Imaginez-vous, le fait d'avoir peut-être l'information spatiale. Parce que la mise en place de la géométrie ou bien les systèmes d'information géographique, la finalité, c'est la prise de décision. On prend des décisions sur la base des informations qu'on a, des informations qu'on a essayé de traiter, d'interpréter. Mais à ce niveau-là, si je reviens sur les fonctionnalités des systèmes d'information géographique, comme tantôt je disais, c'est un système informatique qui permet de collecter des données, de les traiter, de les analyser, de les stocker, puis de les afficher. À ce niveau-là, on a également ce qu'on appelle la fonction des 5A, de 5 ans plus tôt. Le premier A va consister à l'abstraction, le fait de modéliser une information. Ensuite, on a l'acquisition. Une fois l'acquisition, on a ce qu'on appelle, comment on appelle ça encore? Le traitement, abstraction, acquisition. On a archivage, le fait de stocker les données. Ensuite, une fois le stockage des données, on les analyse avant de les afficher. Ils sont les 5A. Abstraction, analyse, abstraction, acquisition, archivage, analyse et affichage. Ce sont les 5 fonctionnalités que peut permettre de faire le système d'information géographique. Déjà, au niveau de la géomatique également, tantôt, comme je disais, c'est une discipline, c'est un ensemble de disciplines qui se complètent entre elles. Ça se complète. Mais déjà, au niveau de la géomatique, on peut au moins spécifier, noter 3 étapes. Nous avons la phase collecte, la phase traitement et la phase diffusion. Ce sont les 3 lignes, les 3 processus, les 3 principales étapes qu'on a au niveau de la discipline qu'appelée la géomatique. Exemple. Si on essaie de faire un rapprochement entre la géomatique, je pense que la géomatique est une discipline qui, comme je disais tantôt, qui est au cœur de notre vie. Également une discipline qui peut être appliquée dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'éducation, la santé, l'environnement, etc. Exemple, supposons on est dans le domaine de la santé. Avec la géomatique, on peut faire plein de choses. On peut également voir, par exemple, au niveau d'une localité, bien d'une zone, quelles sont mesurer l'accessibilité peut-être d'un poste de santé, bien d'un hôpital par rapport à la population. On peut également, par exemple, si on voulait, par exemple, mettre en place un poste de santé dans une localité quelconque, on peut, à travers la géomatique, choisir l'endroit le plus propice pour installer le poste de santé ou bien une école ou bien un centre de santé, etc. Je pense que avec la géomatique, on peut faire plein de choses en grosso modo. D'accord. Et donc, si je comprends bien, de pouvoir faire avec la géomatique, choisir toujours l'endroit approprié. Aussi, on pourrait dire qu'avec la géomatique, avec le projet du train express régional, je pense bien qu'on a utilisé des outils de la géomatique pour pouvoir délimiter, de savoir aussi combien de personnes pourraient être, pas combien de personnes, mais combien de maisons seront touchées et combien l'État devra rembourser, donner des indemnités à ces personnes pour pouvoir ne pas perdre quand même leur habitation. Je pense que c'est important la remarque que vous avez par rapport au train par rapport au BRT plutôt. Déjà avec les outils de la géomatique, ça nous permet de faire un tracé du réseau du BRT. Ce qu'on a essayé de faire, on a délimité une zone tampon de part et d'autre du réseau. Mais à partir de cette zone tampon, on a pu également quantifier le nombre de bâtis de part et d'autre qui seront impactés par ce projet. Tout ça là, ce sont les systèmes d'information géographique qui permettent de faire ça et bien d'autres choses aussi. D'accord. Donc, à rappeler que les systèmes d'information géographique, les SIG, sont un composant carrément de la géomatique. Maintenant, vous avez dit aussi que la géomatique peut être appliquée dans beaucoup de domaines, donc ce n'est pas que limité à la géographie comme beaucoup le pensent, mais quelle filière ou quelles études faudrait-il faire pour pouvoir
faire cette formation? Déjà, pour faire une formation en géomatique, bon, tantôt on dit qu'il faut avoir des prérequis, notamment en informatique, parce que utiliser les ordinateurs, la machine, maintenant, peut-être ce serait un atout si vous avez des prérequis en informatique, mais également des prérequis également au logiciel SIG, notamment ArchiGIS et QGIS. Mais je dis que quel que soit votre niveau d'études, si vous avez le bac ou bien la licence, vous pouvez faire la formation en géomatique. Maintenant, l'avantage est celui qui a des prédispositions en géographie a beaucoup plus peut-être de chances d'être à l'aise dans ce domaine-là. Et vous savez, la géographie, nous avons au niveau de la géographie physique, la géographie humaine. Et ceux qui font la géographie humaine, peut-être, ils vont s'intéresser aux questions d'aménagement du territoire, aux questions de planification urbaine. Maintenant, à côté, ceux qui également font les géographies physiques, environnement, climatologie, tous ces domaines-là peuvent être appliqués automatiquement à la géométrie. Je disais tantôt également, c'est une discipline qui évolue. Il y a les informaticiens qui sont en même temps géométriciens. Dans le domaine de la géométrie également, il y a de la programmation. Maintenant, je pense à ce niveau-là, quel soit votre prérequis, si vous avez le diplôme et le niveau, je pense que vous pouvez faire la formation en géométrie. D'accord. Alors, pourrions-nous aussi savoir quelle est l'utilité des systèmes d'information géographique en sciences de la Terre? Ok, je disais tantôt que en tant que sciences de la Terre, bon, quand on parle de sciences de Terre, c'est vaste. Il y a peut-être les sciences de l'environnement, nous avons la géodésie, nous avons la climatologie, etc. Comprendre les phénomènes, je pense que est important dans notre société. Par exemple, on est dans un monde où il y a des transformations, des mutations. Ça peut être des questions liées au climat, les inondations, etc. Mais le fait de faire un suivi de tous ces phénomènes-là, ça va aider l'homme déjà à comprendre ce qui se passe, à comprendre son milieu de vie. Maintenant, le fait de comprendre son milieu de vie, s'il y a des conséquences par rapport à un phénomène, soit c'est l'érosion côtière, ou bien soit c'est l'inondation, ou bien soit c'est peut-être la température. Face à ça, on peut prendre des décisions. La finalité des systèmes d'information géographique, c'est la prise de décision. On fait pas juste des systèmes des SIG juste pour le plaisir de faire des SIG. On le fait pour un but. On le fait pour comprendre un fait. On le fait pour faire un suivi, pour comprendre un phénomène. À partir de laquelle, si on a les informations sur ce phénomène-là et prendre des décisions pour essayer au moins d'éviter peut-être la catastrophe, etc. On peut également, à travers les SIG, faire des prédictions. Par exemple, dire dans 5 ans, 10 ans, l'urbanisation dans telle région, dans telle localité sera de telle, dans telle ville sera de telle, va se présenter ainsi, etc., etc. Mais là, ce qui est important de noter, c'est surtout la prise de décision. On fait les SIG pour la prise de décision. Les pauvres décisions peuvent être des décisions sur l'éducation, sur la santé, sur le climat, voilà, sur les zones côtières, etc. D'accord, merci beaucoup aussi pour cet apport. Okay. Alors, l'apport de la géomatique à la dynamique de l'occupation du sol sénégalais, comment est-ce qu'elle pourrait y contribuer? Ok, vous savez, avec la géométrie, notamment avec la discipline qu'on appelle la direction, on peut faire un suivi, identifier les différents éléments d'occupation du sol dans une région, soit le Sénégal ou bien à Dakar. Supposons on prend un exemple, la région de Dakar. Pas maintenant, mais Dakar en 1960. On va essayer peut-être ensemble d'identifier les éléments qui occupent le sol de cette région, de cette zone-là. On peut avoir de l'eau, on peut avoir des bâtis, on pourrait avoir de la végétation. On peut également des zones de culture, également des sols nus. J'en ai cité au moins 5. Dans Dakar en 1960 et Dakar en 1970, Dakar en 2000, il y a des changements qui ont eu à ce niveau-là. Ces changements peuvent être liés notamment par exemple des causes démographiques, l'augmentation de la population. Quand une population augmente, on a besoin de mettre en place des équipements. On a besoin également de logements. On a besoin également d'infrastructures. Ce qu'on avait en termes de bâti en 1960 peut évoluer, peut être différent de ce qu'on avait en 1970, ainsi de suite. Avec ce qu'on appelle la question de l'occupation du sol, notamment avec la géométrie, on peut faire un suivi de ces changements-là. Par exemple, supposons en 1960, on avait, par exemple, disons, c'est juste un exemple, 1000 km² d'hectares de sol, de terre libre, de foncier, en fait. Maintenant,
On a constaté en 2000 que, par exemple, Dakar ne dispose plus de réserves foncières. Mais face à ça, on peut prendre des dispositions, des politiques pour essayer peut-être de trouver des solutions au cas où si Dakar aurait besoin de mettre en place peut-être un équipement, soit c'est un stade ou bien, disons, une université. Déjà, si on vérifie la réserve foncière, on peut se dire que Dakar n'a pas d'espace pour mettre en place, par exemple, peut-être un cimetière, etc. On peut essayer peut-être de choisir une autre zone déjà. Mais à ce niveau-là, l'occupation du sol est importante. Elle permet au moins de voir quels sont les changements. Déjà à ce niveau-là, il est important d'essayer d'un peu de faire la différence entre le milieu urbain et le milieu rural. Par exemple, ce qu'on a en milieu rural peut être différent de ce qu'on a en milieu urbain. Exemple, je vais prendre juste un exemple en milieu rural. Dans une X zone, en 2000, on a, par exemple, 1000 superficies d'hectares de bâtis. On a la végétation, on a des zones de culture, on a également des terres foncières, des sols nus. Au moins, ces quatre éléments-là. Maintenant, avec le processus d'urbanisation qu'a connu le monde, ce qu'on avait en terre de végétation peut diminuer au profit de l'agriculture, mais au profit des activités humaines telles que les bâtis, les fonciers, voilà, les nouveaux aménagements, les nouveaux équipements. Maintenant, face à ça, si les politiques publiques parviennent à maîtriser le processus, les changements des différents éléments d'occupation du sol, on prend des décisions. Par exemple, supposons que on constate que dans une zone, les terres, la végétation commence à disparaître, on commence à diminuer. On avait tant d'hectares, par exemple, on avait 1000 hectares en 2000, en 2020, on est à 500 hectares. Maintenant, face à ça, on prend une décision, soit de faire des politiques de reboisement, etc. Si on constate également l'agriculture, les terres agricoles diminuent au profit du bâti, on peut également faire des sensibilisations, au moins pour les populations, essayer au moins de préserver les terres agricoles au détriment des activités économiques des hommes. On peut faire plein de choses si on a une connaissance comment on appelle ça encore, des différents éléments d'occupation du sol, faire un suivi dans l'espace et dans le temps. D'accord. Alors, ce suivi que vous parlez, vous aviez par exemple pris un exemple de 1960 par exemple à 2024. Quand on fait par exemple le suivi de la végétation au niveau d'une application, j'aimerais bien savoir, est-ce que ce sont des données qui ont été prises bien avant pour qu'on puisse observer ce changement, ou est-ce que c'est grâce aux satellites que l'on voit par exemple sur Google Earth, qui est un outil de système d'information géographique? Si par exemple nous faisions la levée topographique par exemple de l'institut où nous sommes à Téléécole, nous allions voir cela. Maintenant, est-ce qu'il faut au fait faire une levée topographique avant que ça puisse apparaître sur l'image satellitaire, ou est-ce que c'est l'image satellitaire qui enregistre ce qui se passe dans chaque décennie? Ok, c'est l'image satellitaire qui fait ça en fait. Parce qu'avec il y a des plateformes en ligne qui permettent de faire des téléchargements de données spatiales dans différentes dates. Ouais. On peut avoir des images en 2000, 2010, 2020, etc. Alors, si on a ces images-là, après traitement, notamment le traitement numérique d'images, on va essayer de voir pour chaque élément quelle est la superficie qu'il occupe. Exemple, il s'agit de la végétation, l'eau, le bâti, etc. On va faire une comparaison entre 2000 et 2010 pour voir qu'est-ce qui a changé en termes d'eau, en termes de végétation, en termes de bâti, etc. Là, je pense qu'il y a des plateformes en ligne qui permettent de télécharger des données, des images spatiales. Après traitement, on aura peut-être une conclusion pour voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a modifié au profit de quoi, etc., etc. Je pense avec les images qui sont disponibles, également qui sont accessibles gratuitement, on peut faire plein de choses, notamment en ce qui concerne la question de l'occupation du sol. D'accord. Donc, des plateformes en ligne, si on pouvait connaître. Oui, on a Earth Explorer. D'accord. Oui, Earth Explorer. On a également des plateformes comme Sentinel qui permettent d'avoir les images Sentinel. Earth Explorer, on peut avoir là-bas des images de Landsat. On a également des images Spot, mais également à côté, il y a des plateformes où les données sont payantes.
Mais par exemple, les Earth Explorer et les images de Sentinel sont des images qui sont gratuites et accessibles à tout le monde. D'accord. Alors, j'ai tout à l'heure aussi parlé de levée topographique. Alors, comme vous avez dit que la géomatique, elle aide à la prise de décision. Par exemple, quand on construit une nouvelle maison et qu'on a au début un terrain qui est nu, d'habitude, on voit les techniciens, ou je vais dire les personnes spécialisées en génie civil, avoir des appareils et tout. Et donc, je voulais savoir que est-ce que ils utilisent déjà des outils géomatiques et est-ce que ces outils géomatiques permettraient peut-être de voir la qualité de la terre avant de pouvoir commencer la construction de la maison? Ok. Déjà, au niveau de la géométrie, il y a la discipline de la topographie. On fait de la topographie également. On utilise les stations totales, les niveaux. Voilà. Maintenant, avec ces outils-là, ça nous permet de connaître les caractéristiques peut-être d'une superficie ou bien d'une zone. Déjà, avec des levées topographiques, on peut déterminer la distance, le relief d'une zone. Le relief, on peut également, à partir des levées qu'on a, soit c'est par le GPS, soit c'est à travers des plateformes. Tantôt, vous avez parlé de la plateforme de Earth Explorer. Non, Google Earth plutôt, à partir de laquelle on peut également extraire les informations topographiques. Par exemple, Google Earth nous permet si on fait un levé au niveau de Google Earth, on peut extraire des informations concernant le modèle numérique de terrain d'une localité. À part de ça, on peut extraire des informations comme telles que les courbes de niveau, telles que également, on peut déterminer la pente de la zone. Et vous savez que la connaissance de la pente, elle est importante dans le domaine de la construction. Ça nous permet au moins d'éviter peut-être de faire des constructions dans les zones basses. Les zones où le plus souvent l'eau circule, des zones peut-être qui peuvent être des zones inondables en cas de forte précipitation. Mais également, on peut à partir des données qu'on a, les données des levées topographiques, extraire le relief d'une zone. Là, on peut savoir la plus haute altitude et la plus basse altitude. On peut extraire la pente, on peut extraire également les courbes de niveau, etc. Mais à part de ça, on peut dire si la zone est une zone plate, ou bien est une zone montagneuse, ou bien est une zone à moindre, où le relief n'est pas trop exagéré, ou n'est pas trop important. Je pense qu'avec ces levées-là, notamment avec la topographie, on peut connaître les caractéristiques peut-être d'un terrain ou bien d'une zone, effectuer des mesures de distance, de superficie, mais également d'angle. Autrement dit, nous pouvions avoir des détails en tout cas qui vont un tout peu nous permettre de comprendre à bien son travail. Alors, depuis tout à l'heure, nous parlons de la géomatique et apparemment, il y a beaucoup d'avantages dans cette science. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des inconvénients à son utilisation et à son émergence? Inconvénients. Bon, peut-être, ça dépend de l'usage qu'on en fait, en fait. Parce que tout ce qu'on dit, même les technologies du numérique ont des avantages, mais également des inconvénients. Mais, je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients dans le domaine de la géomatique. Déjà, au niveau du Sénégal, il y a le projet qu'on appelle projet Sénégal Satellite, Sensat, qui est un projet qui a pour peut-être but de lancer le premier satellite sénégalais, Gaïndé-Sat. Normalement, le lancement était prévu au trimestre de 2024 là, je sais pas, mais normalement, ça va, parce qu'on a déjà fini, il y avait comment on appelle ça, des ingénieurs et des techniciens qui ont été envoyés à Montpellier pour une formation. C'est eux qui ont conçu ce projet de satellite sénégalais Gaïndé-Sat. Et ce projet, je pense que il est important pour le Sénégal d'avoir son propre satellite. Ça permet au moins de faire un suivi des phénomènes climatiques, mais également des phénomènes météorologiques. En ce sens-là également, je pense également au niveau de la cité de Diamniadio, on a déjà mis en place un centre de collecte des données à partir de laquelle, dans ce centre-là, on va envoyer les données de plus également en recevoir un centre d'émission et de réception des données qui sont traitées au niveau de ce centre-là. Je pense à la cité du savoir. À ce niveau-là, je pense que l'aspect positif est beaucoup plus visible et beaucoup plus noté
dans le domaine de la géomatique, contrairement. Mais comme on dit, il y a des gens qui utilisent certaines choses pour faire des choses négatives. Mais je pense qu'à ce niveau-là, l'essentiel, c'est de focaliser sur le positif, ce qu'on peut faire de positif pour au moins essayer d'améliorer peut-être les conditions de vie de nos sociétés. Améliorer les conditions de vie de nos sociétés, et ne pensez-vous pas qu'avec la géomatique, nous pourrions combattre les litiges fonciers? Oui, exactement. Notamment, on a mis en place, je pense, c'est déjà lancé le PROCOSEF, le projet de sécurisation foncière. Et je pense qu'avec la géomatique, on peut peut-être protéger le foncier au niveau des zones. Déjà, avec la géomatique, on peut, dans une localité, exemple, dans une X commune, connaître la réserve foncière de la commune. Maintenant, quand il y a des attributions, soit de terre ou bien des ventes de terre, on peut immatriculer tout ça. Ça va éviter des litiges fonciers déjà au sein d'une localité, mais également entre les collectivités territoriales. Déjà, comme on dit, il y a des litiges internes entre populations. Telle personne dit que cette terre appartient à telle personne. Et également, il y a des litiges entre les collectivités. Ou bien telle collectivité dit que, par exemple, la limite de la commune dépasse pas au-delà de l'autre limite. Maintenant, pour éviter tout ça là, avec la géomatique, on peut revoir la limite communale pour chaque zone. Ça, au moins, ça va essayer d'éviter les conflits entre les territoires déjà. Autre chose également avec le foncier, également avec la géomatique. À l'intérieur des populations, on peut également régler la question de la problématique, la question du foncier, notamment en attribuant des terres qui seront immatriculées. Pour chaque terre, on peut avoir une base de données qui permet d'identifier telle terre appartient à telle personne. Telle terre appartient à telle personne, occupe une superficie de tel hectare. On peut également faire une délimitation, connaître carrément début et de la fin pour chaque personnalité, pour chaque paysan, pour chaque population, connaître la limite de son terrain, etc. Je pense que la géomatique, les systèmes d'information géographique sont en train de jouer un rôle très important, et je pense à ce niveau-là, ça va au moins permettre peut-être d'éviter les conflits fonciers qu'on a au Sénégal de nos jours. D'accord. Alors, pour juste contribuer, par exemple, les Sénégalais, précisément, qui vivent à l'extérieur, peuvent acheter, par exemple, un terrain de là-bas. Et donc, par exemple, en achetant le terrain est nu, et que par la suite, par exemple, 3 ans ou 5 ans après l'achat, vous voyagez, vous revenez au Sénégal et vous voyez, par exemple, qu'on l'a construit. Alors, par exemple, avec Google Earth, si par exemple on prenait la cartographie, si on prenait des levées topographiques pour voir la situation de telle école, on va voir sur la carte que c'est un immeuble construit, tout ça, et que par la suite, par exemple, il y avait des aménagements à faire, ça va se remarquer directement au niveau de Google Earth. Donc, juste pour dire que ces personnes qui sont loin et qui achètent des terrains pourront venir directement et, comment dire, suivre, vérifier. Et que, dès qu'il y a une construction qui n'émane pas de vous, pourront dès à présent pouvoir régler cela avec l'aide de la loi. Alors, la géomatique, plus haut, vous avez dit que ça ne nécessite pas de faire de longues études. Certes, ceux qui sont en géographie ou en informatique seront beaucoup plus à l'aise, mais ne pensiez-vous pas aussi que, vu que comme vous avez dit, au fait, il y a l'intelligence artificielle qui vient, la technologie qui est en train d'avancer de plus en plus. Là, maintenant, je pense au Sénégal, beaucoup de jeunes, d'enfants commencent à avoir des portables dès le jeune âge, et que ce serait peut-être le temps d'avoir une ouverture sur les nouvelles technologies en leur inculquant cela depuis le bas âge. Serez-vous d'accord que la géomatique soit une discipline qui est programmée depuis le niveau scolaire au Sénégal? Bon, au niveau scolaire, je pense que pas carrément au niveau scolaire, mais à partir de peut-être déjà au niveau scolaire, déjà à ce niveau-là, il faut au moins essayer peut-être de former, de tourner l'enseignement vers le numérique. Je pense que tout tend vers le numérique. À ce niveau-là, je pense qu'il est très important peut-être pour nos gouvernants, peut-être de commencer déjà l'initiation autour du numérique à bas âge. Déjà, si on fait au lieu d'utiliser les tableaux, on peut utiliser des écrans quand on partage la connaissance avec les élèves. Peut-être utiliser comment on appelle ça,
des tablettes pour l'enseignement et l'éducation et la formation des LBA. Maintenant, à part de ça, plus l'étudiant, plus l'élève avance peut-être à un niveau supérieur, on va essayer peut-être de renforcer son culture générale dans le domaine du numérique. Je pense à partir peut-être du baccalauréat, à ce niveau-là, au moins on peut commencer peut-être à peut-être orienter peut-être l'étudiant dans les filières de la géométrie. Maintenant, à part de la licence, la personne peut se spécialiser. Certains peuvent se spécialiser peut-être vont faire un lien entre la géométrie et l'aménagement du territoire. D'autres feront géométrie et environnement. D'autres feront géométrie peut-être et programmation, peut-être en informatique. Là, sont des gens qui seront calés en informatique, vont faire juste de la programmation. D'autres feront, etc., etc. Je pense, à partir de la licence, au moins à partir du baccalauréat, on peut déjà commencer peut-être à former peut-être les étudiants dans le domaine de la géométrie. Je pense à ce niveau-là, au Sénégal, c'est ce qui se fait déjà pour faire la formation. Déjà avec le niveau BT, il faut déjà au moins avoir le bac. Quand vous avez le bac, vous avez au moins vous avez la possibilité de faire la formation en géométrie, notamment avec le BTS, le brevet de technicien supérieur en géométrie. Je pense maintenant à partir de si vous avez un bac plus 2, vous pouvez peut-être faire la licence également en géométrie. Mais je pense que bon, il n'y a pas peut-être il y a des gens également peut-être qui n'ont pas encore le baccalauréat, mais qui ont des connaissances en géométrie. Je pense que le fait d'avoir des connaissances dans une discipline, ça dépend pas peut-être du niveau d'études. Il y a des gens qui ont le niveau du bac, donc qui n'ont pas le bac, mais qui sont excellents, qui arrivent à maîtriser au moins des outils SIG. D'autres ont juste la licence et qui font mieux que ceux qui ont le niveau master. Il y a des gens qui ont le niveau master, mais ils ne connaissent pas, maîtrisent pas les outils de la géométrie. Je pense à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail à faire par rapport à nos gouvernements dans le domaine de l'éducation, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. D'accord. Alors, pourriez-nous quand même nous citer des écoles où nous pourrions pratiquer la géométrie? Parce que vous aviez parlé de BTS, de licence et aussi de master, et certainement de formation accélérée. Donc, s'il y aurait des écoles qui pourraient certainement aider nos auditeurs qui s'y intéressent. Ok. Parmi ces écoles, il y en a l'école qu'on appelle l'Institut Saberifa, qui est un établissement de formation dans les métiers de la géométrie et du numérique. Dans cette école-là, dans cet institut plutôt, on a des formations au niveau BTS, la licence et le master. On a également des formations académiques, des formations accélérées dans les disciplines de la géométrie. C'est un institut qui a été mis en place par un ancien chercheur au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le professeur Ibrahim Silla, que je salue au passage. Je pense il est en train de jouer un très grand rôle. Il est en train de faire aimer la géométrie aux étudiants, notamment aux géographes. Vous savez que nous, quand on était en master plutôt, c'est à partir du master qu'on a commencé à utiliser les outils SIG. Imaginez si on commençait à faire les SIG dès la première année. On a dépassé cette étape. Et malheureusement, c'est à partir du master 2 qu'on commence à utiliser. Et là aussi, c'est juste comment faire une carte, point final. Alors, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça, en fait. Je pense que lui, au moins, il a joué un rôle très important en ce sens-là. À côté de l'Institut Saberifa, il y a des établissements, comme G15 également. Ils forment des étudiants également dans les métiers de la géométrie. Bon, il y a d'autres écoles. Bon, je connais pas leur nom. Par exemple, bon, je me rappelle plus. Easy également, ils font géométrique. Il y a également une autre école. ISBD, si je me trompe. Non, bon, je sais plus. Bon, de plus en plus, les écoles commencent à faire de familiariser, à faire des offres de formation dans le domaine de la géométrie. D'accord. Alors, pour ceux qui pensaient déjà que la géographie se limitait qu'à devenir professeur, aujourd'hui, je pense qu'ils sont conquis. Mais d'après vous, au fait, pourquoi le domaine de la géométrie n'est pas très, valorisé ou mis en avant au Sénégal? Bon, je me dis que c'est parce que les gens ne connaissent pas. Je pense que les gens ne connaissent pas
les innombrables opportunités qu'on peut faire et qu'on peut avoir en géomatique. Déjà, en géomatique, les débouchés sont énormes. On peut faire plein de choses. Contrairement à ceux qui font, par exemple, des autres filières tertiaires, tu fais ta formation et c'est un peu compliqué de trouver du travail. Déjà, avec la géométrie, si vous avez un diplôme déjà avec le BTS, vous pouvez ne pas postuler un emploi. Vous pouvez, avec vos propres compétences, créer votre emploi. Faire de la consultance. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises ne savent pas ce qu'ils peuvent faire avec la géométrie. Mais en tant que géomaticien, si vous savez ce que vous pouvez faire avec la géométrie, vous pouvez approcher ces organisations, ces associations-là, ces ONG et les proposer des services dans le domaine de la géométrie. Si vous expliquez, ils vont comprendre. Mais le souci ici, c'est les gens entendent géométrie, mais qu'on ne comprennent pas. Maintenant, je pense qu'à ce niveau-là, nous, géométriciens, nous avons un grand rôle à jouer à ce niveau-là. Pour faire comprendre aux sociétés, peut-être aux étudiants, ou bien aux organisations, aux cabinets, le rôle et l'importance de la géométrie. Parce que la géométrie, c'est l'information spatiale. Je disais tantôt que plus de 80% des données ont une référence spatiale, une position géographique. Maintenant, qui parmi les sociétés n'ont pas une position géographique? Que ce soit une station de service, que ce soit, par exemple, un hôpital. On peut faire plein de choses, en fait. Maintenant, c'est à nous, peut-être, de communiquer avec le grand public, de communiquer également, de partager nos connaissances, nos expériences avec les ONG, les organisations, mais également avec le petit public. À ce niveau également, je pense qu'il y a des changements qui sont en train de se faire dans l'implication des outils ou des disciplines de la géométrie dans le cadre du travail. Il y a de plus en plus au niveau des communes, on assiste, on voit la naissance de départements SIC. Même s'il n'y en a pas beaucoup déjà à Dakar, au niveau de la commune de Dakar, ils ont des départements SIC. Et si, par exemple, nous, géométriciens, on part à la rencontre de ces collectivités locales et on les informe, on leur fait savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils SIC. Je pense que ces communes-là seront partants, en fait. Et donc, en parlant de position géographique, quand on voit un tout petit peu la configuration de Google Maps, on comprend que ce sont des géographes, ou je vais dire géomaticiens, qui l'ont conçu. Est-ce que des plateformes comme Google Maps, est-ce que des plateformes comme Google Maps, il y en a au Sénégal? Plateformes comme Google Maps, je pense pas, parce que la plupart de ces plateformes, ce sont les Européens qui font ça, qui réalisent ça. Et je pense au niveau de Google Maps, ce sont des contributions individuelles. Par exemple, Abdurrahman Ba a mis en place une boutique à côté. Il veut peut-être positionner, faire visualiser l'image dans la date de l'image sur map. Je vais identifier et je mets l'emplacement de la zone. Malheureusement, au Sénégal, à ma connaissance, je pense pas qu'il y ait des plateformes qui permettent comme Google Maps, qui permettent peut-être d'avoir une vision de l'ensemble des équipements, des réseaux routiers, qui sont au niveau d'une zone. Je pense pas à ma connaissance. Donc, il y en a pas. D'accord. Alors, jusqu'à preuve du contraire, je pense pas. En tout cas, les géomaticiens du Sénégal devraient y penser parce que, par exemple, si quelqu'un est à l'arrêt de bus et attend un bus Dakar-Vendée qui d'habitude prend du temps, s'il est rentré, par exemple, dans la plateforme et qu'il voit, par exemple, où est le niveau du bus, en ce moment, il saura s'il doit rester debout ou s'il doit rester assis quand même. Ça aidera beaucoup, surtout pendant la période du Ramadan. Ok, j'aimerais intervenir à ce niveau-là. Je pense que c'est ce que tu viens de dire, c'est important. Une fois, j'avais participé à un projet au niveau de l'Institut français. J'avais déposé un projet dans le domaine du transport. Ça ressemble à ce que tu viens de dire. Ça nous permet au moins d'avoir une géolocalisation de l'ensemble des réseaux de bus au niveau de Dakar. Par exemple, supposons, comme tu dis, si on avait une application, je vais aller, supposons, à Guédiawaye. Je peux juste, à travers l'application, voir l'ensemble des lignes de bus qui vont vers Guédiawaye, déjà. Autre chose aussi, avant même d'aller vers l'arrêt, je peux voir le trajet du ligne de bus à l'instant, en temps réel, le bus qui est en train de se déplacer vers l'arrêt. Maintenant, avec ça, ce sont des outils qui demandent extrêmement de moyens financiers pour mettre en place ça. On peut avoir la volonté de faire des choses.
Mais sans l'accompagnement, ben, l'aide des politiques publiques plutôt, ça sera un peu compliqué de mettre en place ça. Et je pense que ce serait très intéressant si on disposait d'applications et de plateformes en ce sens-là, que ce soit dans le domaine du transport et dans d'autres domaines. Ça allait au moins peut-être faciliter le mode de déplacement des personnes et des biens, que ce soit bus, que ce soit le BRT, que ce soit le TER, train express régional. Là, je pense que ce sont des choses qui peuvent contribuer grandement dans le développement socio-économique d'un pays. Et même côté information, par exemple, pour les jeunes entrepreneurs qui sont là en train de chercher des matières premières et tout, ça aurait pu être une plateforme où tout ce dont on a besoin, en fait, on fait juste la recherche, on sait dans quelle boutique l'avoir, dans quelle région ou dans quel coin de Dakar. Ce serait quand même très, 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 très intéressant. Alors, tout à l'heure, plus haut, nous avions dit que la technologie évolue, ce qui fait que la géomatique va évoluer aussi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qui est utilisée par beaucoup de personnes, pourrait contribuer à l'émergence de la géomatique? Ok. Merci beaucoup encore. Vous savez que l'IA est en train de transformer le monde. Et là, bon, à côté, il y a des gens qui disent que c'est en train de peut-être de rendre un peu plus paresseux l'homme. C'est-à-dire que l'IA ne rend pas paresseux l'homme, mais l'IA participe peut-être à améliorer les conditions de travail de l'être humain. Vous avez, de nos jours, on produit plus des milliards de données par minute. Imaginez, est-ce que l'homme peut traiter ces informations-là? Et à la place, au lieu de réaliser ces tâches-là, on a des disciplines comme l'IA qui peuvent nous permettre de faire des traitements en un temps record. Si on passe notre temps à vouloir faire ça tout seul, serait un peu compliqué. Maintenant, on a l'IA qui peut nous faciliter le travail. L'IA ne nous remplace pas, mais l'IA nous facilite le travail. Avec le traitement des images, notamment en géomatique, de plus en plus, on utilise l'IA avec les algorithmes qui permettent de faire des traitements d'images, de beaucoup d'images en un temps record. Alors qu'auparavant, on était là, on peut prendre maximum une semaine ou bien un mois pour faire un traitement. Maintenant, avec l'IA, ça facilite le travail du géométricien plutôt. Imaginez également quelqu'un d'autre dans d'autres domaines, pas juste la géomatique, dans un autre domaine également, l'IA également pour faciliter les conditions de travail. En fait, c'est fait pour ça, en fait. Imaginez, si on passe, je vais même pas parler de l'IA, mais l'avancée technologique. Déjà, avec le portable, on peut faire plein de choses. Je suis pas obligé quand je veux savoir quelque chose, j'utilise mon portable. Quand je cherche un livre, je peux utiliser mon portable. Quand je me déplace, pourquoi je marche pas? Je prends la voiture. C'est créé pour faciliter le mode de vie, le mode de travail de l'être humain, en fait. Maintenant aussi, à côté également, il y a des gens qui utilisent des technologies de manière, peut-être, je dis, abusive, peut-être, ou bien de manière, contraire à nos valeurs. Et là, je pense que c'est pas quelque chose de conseil, c'est pas quelque chose de bien. Je pense que l'IA, fait partie intégrante, de notre mode de vie. On ne peut pas vivre de nos jours sans l'IA. C'est comme si vous voulez vivre dans le passé. Comme on dit, maintenant, il le faut. Maintenant, la géométrie également est en train de se transformer, de se modifier, notamment grâce à l'intelligence artificielle. D'accord. Alors, je vais essayer de faire un résumé avant que nos auditeurs se perdent quand même. Je rappelle le thème, l'apport de l'informatique, la géomatique et les SIG. Donc, nous avions vu un tout petit peu ce dont il s'agissait. Il faut savoir que les SIG, les systèmes d'information géographique, est une discipline de la géomatique. Et quand on voit géomatique, il y a géographie, il y a informatique. Donc, c'est l'informatisation de la géographie. Donc, pour dire que la géographie aussi est une filière pas seulement littéraire, mais aussi scientifique. Et de savoir qu'il y a beaucoup de domaines d'application de la géomatique, à savoir la télédétection, la photogrammétrie, les systèmes d'information géographique, évidemment, la topographie et d'autres domaines aussi. Il y a aussi de nombreux outils qui sont utilisés, à savoir Google Earth. Il y a aussi ArcGIS dont vous aviez parlé. Il y a aussi QGIS. Il y a aussi OpenStreetMap, donc beaucoup d'outils en ligne qui sont utilisés et dont les données sont gratuites pour certains. Et pour dire aussi que les systèmes d'information géographique
aide à la prise de décision. Donc, comme vous avez vu avec le programme du BRT et aussi du train express régional, ce qui a pu faciliter le travail de ces techniciens, c'est bien sûr l'utilisation de la géomatique et de savoir aussi que la géomatique permet de faire un suivi sur une époque. Par exemple, vous vouliez arborer ou mettre en place un champ agricole, vous pourriez voir l'évolution de cette zone, par exemple de 1960 par exemple, à 2024, et vous pourriez aussi connaître la qualité du sol, de l'eau, tout ce qui s'y passe. Vous aurez absolument tout comme information. Donc, la géomatique est vraiment un outil d'information, de précision et tout. Et tout à l'heure aussi, nous avions parlé des 5A de la géomatique, autrement dit l'abstraction, l'acquisition, l'archivage, l'analyse, l'affichage. Voilà. Et en dernier, l'affichage. Et de dire aussi qu'il y a des écoles pour ceux qui veulent le faire, que ce n'est pas forcément de faire de longues études. En ayant juste des connaissances de base, vous pouviez y aller. Et comme école ici au Sénégal, il y en a malheureusement pas beaucoup, mais il y en a à Sabdarifa, au G15, à Isi Dakar également, et que vous pourriez faire une formation en BTS, en licence, en technicien supérieur de géomatique, ou même parfois aller au master, ou faire des formations de 3 mois comme ce que Sabdarifa propose. Et de savoir aussi que les systèmes d'information géographique, ce sont des outils qui sont manipulés, mais qui ont comme finalité principale la prise de décision. Donc, pour ceux qui voudraient s'intéresser à cela ou pouvoir suivre cette formation, je vous y encourage vivement. Et aussi de dire que non simplement ça va aider à la prise de décision, mais aussi par rapport aux prédictions de l'évolution du mouvement démographique d'une population, ça pourra y aider. Alors, je rappelle que nous avions eu à ce plateau Monsieur Abdourahmane Ba, qui est diplômé d'un master en aménagement et gestion urbaine, titulaire aussi d'un diplôme d'études supérieures spécialisé en production et gestion de l'informatique géospatiale à l'Institut régional africain des sciences et technologies de l'information géospatiale, qu'il a eu à faire au Nigeria. Également consultant indépendant et formateur en géomatique et un de mes anciens professeurs. Alors, avant de pouvoir clore l'émission d'aujourd'hui, si vous aviez un petit mot ou un conseil à lancer à nos auditeurs, que ce soit en informatique, en géomatique, en géographie, nous vous écoutons. Ok, merci beaucoup. Merci Mbaye également. Bon, comment on appelle ça encore? Suggestion, peut-être je dirais aux jeunes, notamment aux étudiants, d'essayer au maximum d'avoir une culture informatique. Parce que de nos jours, on constate que les jeunes théoriquement, ils sont bien. Théoriquement, ils sont bien, mais l'aspect qui pose problème, c'est la pratique. Des fois, on voit des jeunes qui ont même le doctorat, mais qui peuvent rien faire. Le plus souvent, je me dis qu'il faut pas attendre tout. Déjà, avec un niveau d'études, vous pouvez apprendre par vous-même. L'essentiel, c'est d'avoir des compétences. Je trouve pas normalement un géographe, bon, vu que j'évolue dans ce domaine-là, qui a le master ou bien qui a le doctorat, qui n'a pas connaissance de la géométrie. Même si la personne n'a pas fait la formation, il peut se former lui-même. Je pense qu'il y a pas mal de plateformes, de chaînes YouTube, de vidéos en ligne de documentation également, qui peuvent aider la personne à se former, à s'auto-former dans les métiers de la géométrie, à se former techniquement. Là, pas seulement avec la géométrie, c'est valable pour les autres disciplines également. À ce niveau-là, j'encourage des jeunes d'essayer au moins d'avoir une culture du numérique. De plus en plus, le monde évolue vers les technologies du numérique. Maintenant, déjà, on note que tous nos outils de travail, ça tourne autour du numérique. Maintenant, quand vous n'avez pas une connaissance peut-être théorique et technique au niveau du numérique, ça pose problème. Déjà, ça pose problème de trouver du travail. Le travail maintenant, c'est pas juste le fait d'avoir des compétences théoriques, c'est juste maintenant, il faut avoir des connaissances techniques et pratiques également dans tous les domaines, etc. Maintenant, là, j'encourage les jeunes à être beaucoup plus sérieux, à s'auto-former, à ne pas attendre les autorités, en fait. Il faut faire, si vous avez la possibilité de vous former par vous-même, faites ça. Essayez comment on appelle ça encore?
de maximiser peut-être vos chances dans le domaine de l'emploi. Autre chose aussi, on conseille aux jeunes, on dit souvent c'est bien d'apprendre, mais apprenez ce pourquoi les gens vous cherchent. Apprenez ce pourquoi les gens vous cherchent. Les gens peut-être font des formations pour l'argent, mais formez-vous et l'argent va vous chercher vous-même. Je pense que c'est un conseil que je lance à moi-même également à tout jeune. Okay. Merci beaucoup. Alors, déjà, Téléécole est très ravie de vous recevoir aujourd'hui sur son plateau. Et comme il l'a dit, alors, soyez en tout cas altruiste et ne vous concentrez pas trop, pas seulement sur votre domaine d'expertise. Essayez d'être altruiste, voilà, d'aller vers d'autres domaines. Et comme aujourd'hui tout le monde a un portable et que l'on peut tout apprendre maintenant sur YouTube ou d'autres plateformes éducatives, faites-le et n'attendez pas. Alors pour aujourd'hui, nous avions eu à débattre sur 2 rubriques, à savoir la rubrique agriculture, terre fertile, main verte, avec laquelle nous avions eu comme invité Marguerite, doctorant à l'EDEC et aussi géomorphologue de formation, qui a eu à débattre avec nous sur les processus de dégradation physico-chimique des sols, et nous avions eu à prendre comme exemple la zone de Niayes. Et pour la rubrique tech, nous avions parlé de l'apport de l'informatique, la géomatique, les SIG avec Monsieur Ba, que nous remercions énormément. Alors, la matinale éducative, c'est du lundi au vendredi, de 10h à midi, avec des rubriques éducatives qui renforcent votre culture générale, qui vous amènent aussi des spécialistes et des invités de taille pour vous faire aimer l'éducation et de nouveaux domaines à découvrir. Surtout, bonne suite des programmes sur la Téléécole et restez toujours sur la 106.1. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative.